Alors, premièrement, j'aimerais remercier Georges Belmonte de l'invitation. Je vous remercie aussi d'être ici. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de l'Algérie. Je vais donc parler de quelque chose qui recoupe l'histoire récente de l'Algérie et de l'Algérie française. Je vais parler de la violence politique. J'ai intitulé mon texte « Violence politique et vérité ». Et puis, je vais vous le lire, puis on parlera après. Voilà. Il va falloir parler fort. Alors, qu'est-ce que la violence politique? Quel est son sens? Sa raison d'être? Peut-on l'expliquer? La définir? La distinguer d'autres types de violences, les violences criminelles ou familiales par exemple? Pourquoi la violence politique est-elle si souvent et si aisément poussée vers l'extrémisme, vers la terreur, les mutilations, les massacres, les crimes abominables? Certes, toutes les formes de violence, un vol, un kidnapping ou rançonnement, sont susceptibles de ce genre de dérapage. Mais dans le cas des violences politiques, ces dérapages constituent presque la règle, si l'on a norme, du moins un aspect inévitable et régulier des affrontements politiques violents. Pourquoi en va-t-il ainsi? Pourquoi la violence politique évolue-t-elle si facilement vers le génocide, le nettoyage ethnique, les massacres à grande échelle? Une dimension fondamentale de la violence politique est sa légitimité. Si dans un moment d'emportement et de délire, ou par pure méchanceté, un toxicomane torture le vieillard à qui il vient de dérober de quoi satisfaire ses besoins en drogue, puis lui fracasse le crâne, tous considèrent qu'une telle violence est mal, qu'elle est injustifiée, illégitime et sans raison. Mais il n'en va jamais de même dans le cas de la violence politique. Ici, il y aura toujours quelqu'un pour trouver que les mêmes actes, ou presque les mêmes actes, sont en un sens, d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, justifiés, ou du non, ou sinon du moins qu'ils sont compréhensibles et en partie excusables. Par quelqu'un, je veux dire des gens qui sont autres que ceux qui ont eux-mêmes commis les actes de violence. Les trois voyous qui assomment un sans-abri à coups de barre de fer, puis l'arrosent d'essence et y mettent le feu, trouvent peut-être cela amusant, mais ce sont les seuls. Dès qu'il s'agit de violence politique, au contraire, les auteurs de la violence ne sont jamais les seuls à approuver la violence qu'ils commettent. Il y a toujours d'autres personnes qui s'y rallient, qui trouvent que c'est bien fait, qui l'ont cherché, que cela n'est pas étonnant. Il y a toujours quelqu'un pour penser, pour dire ou arguer que cette violence-ci est justifiée, qu'elle a un sens, que même sans nécessairement approuver, on comprend, la violence politique se distingue de la violence criminelle en ce qu'elle jouit toujours d'une certaine légitimité. Une légitimité qui est certes partielle et limitée, mais néanmoins réelle. Pourquoi en va-t-il ainsi? Pourquoi la violence politique n'est-elle pas unanimement condamnée au même titre que la violence criminelle? La réponse habituelle consiste à dire que les individus ont des croyances politiques différentes et à chercher dans les opinions et dans la propagande politique les causes de ce ralliement à l'action politique violente. Je pense qu'il faut au contraire invertir la démarche. Plutôt que de partir des croyances politiques pour comprendre l'adhésion à la violence, il faut partir de l'adhésion à certains actes de violence, adhésion qui constitue un geste politique fondamental, lequel conditionne par la suite les opinions politiques plutôt qu'il n'est motivé par elles. C'est l'adhésion spontanée, l'accord, l'assentiment donné par certains aux actes de violence commis par d'autres qui fondent leur dimension politique. C'est elle qui leur donne légitimité. On peut donc définir comme politique toute violence qui devient légitime du seul fait qu'elle ait eu lieu. En d'autres mots, est politique toute violence dans laquelle se reconnaissent spontanément d'autres que ceux qui l'ont commise. La violence politique, par opposition à la violence criminelle, s'offre comme légitime et elle est légitimée du simple fait qu'elle est commise. Sa légitimité ne dépend ni de qui a commis la violence, ni même en un sens de qui ont été les victimes, mais du fait que, une fois commise, d'autres s'y sont reconnus. Cette reconnaissance peut se limiter à ne pas condamner la violence, elle peut aussi consister à encourager
et à aider d'une façon ou d'une autre les auteurs de la violence, ou aller jusqu'à s'engager dans leur rang. La violence politique est une violence contagieuse. C'est une violence exemplaire au double sens du mot. Elle constitue un modèle à exister et se donne comme une bonne violence. La violence, il n'y a pas entre la violence politique et la violence criminelle de différence essentielle ou de nature. La seule différence qui existe entre ces deux formes de violence tient au regard des autres, des tiers, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas commis eux-mêmes la violence et qui n'en ont pas été les victimes. Ces autres sont tiers dans la mesure où ils ne sont ni ceux qui attaquent, ni ceux qui sont attaqués. Mais leur accord ou leur désaccord les range immédiatement dans un parti ou dans l'autre, celui de l'ordre existant ou celui de sa contestation. Une violence politique est donc une violence qui réussit à se donner comme modèle, ce qu'elle fait en désignant des ennemis, c'est-à-dire des autres, contre qui l'usage de la violence est permis, acceptable. Du même coup, elle rassemble les amis, c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent dans la violence perpétrée, qui la trouvent justifiée, compréhensible. Au début d'un conflit politique violent, souvent, très nombreux sont ceux qui ne sont ni amis ni ennemis. Mais la dynamique du conflit va durcir cette ligne de partage. L'augmentation de la violence, peu à peu, pousse chacun dans un camp ou dans l'autre. Et chaque camp recourt à la violence dans son propre sein pour éliminer les tièdes, les pacifiques, pour forcer la main aux indécis et justifie par la violence des ennemis celle qu'il exerce contre les siens. À première vue, on pourrait penser qu'une telle définition de la violence politique exclut ce qui semble en être, sinon l'exemple par excellence, du moins un exemple important, la violence de l'État. Ici, la légitimité de la violence semble dépendre tout entière de qui a commis la violence. Par rapport à l'État, ce n'est pas, semble-t-il, la violence elle-même qui se légitime, mais au contraire, l'autorité qui l'ordonne, qui rend la violence légitime ou non. La légitimité de la violence dépend de qui en est l'auteur, par exemple un membre des forces de l'ordre ou de l'armée plutôt qu'un simple particulier dépourvu d'autorité. La légitimité de l'acte violent dépend aussi des circonstances dans lesquelles il a été commis. Les choses, cependant, ne sont pas tout à fait aussi claires qu'il ne semble à première vue. Premièrement, parce qu'en temps normal, il n'y a pas de violence de l'État. La force coercitive de l'État n'est pas conçue comme une forme de violence politique, ni même comme une forme de violence, souvent. Tant que les circonstances restent normales, si un agent de l'État agit à l'intérieur de son mandat, son acte, quel qu'il soit, n'est pas une violence. S'il en sort, sa violence est simplement criminelle. Ni dans un cas ni dans l'autre, il n'y a à proprement parler de violence politique, car ni dans un cas ni dans l'autre, il n'y a d'affrontement entre groupes, mais seulement l'opposition entre un individu et l'ensemble du groupe auquel il appartient. Seulement l'opposition entre la violence criminelle et la force légitime du droit. La raison en est qu'il y a ici ce qu'on pourrait appeler un excès de légitimité. Plus exactement, c'est parce que l'accord donné à cet exercice de la violence est unanime que la violence tend à ne plus apparaître comme telle. Cette unanimité, c'est le fait que chacun se reconnaît dans la violence de l'État, trouve bien fondé, juge utile et nécessaire son usage de la force. Ce qui est essentiellement en jeu est une autorité morale. Sans cette autorité morale, nul ne peut en fait être le plus fort, parce qu'alors, l'usage de la force par l'État sera toujours contesté, remis en cause et susceptible d'appeler une violence en retour, alors qu'il devrait normalement y mettre un terme. De même, cette unanimité est inscrite dans nos institutions. Ainsi, la Cour, une cour de justice, lorsqu'elle rend justice, espère et s'attend à ce que le criminel fasse preuve de remords et reconnaisse de ce fait le bien fondé de la punition qui le frappe. C'est-à-dire qu'il consente à la violence qu'il subit. Tant que cette unanimité perdure, la force coercitive de l'État n'est pas perçue comme une forme de violence. C'est dès que l'usage de la force, de la force coercitive, de la force par l'État commence à être vu comme une violence ou répression,
c'est que l'unanimité de sa légitimité commence à s'effondrer. La violence politique consiste en un moyen terme entre l'unanimité totale et l'absence totale de légitimité, un moyen terme révélateur qui met en évidence le mécanisme d'auto-légitimation de la violence. Auto-légitimation, car la violence devient légitime lorsque d'autres se reconnaissent en elle, reprennent à leur compte la violence commise par d'autres. Et cela vaut tout autant pour la violence politique que pour la force coercitive de l'État. Entre l'une et l'autre, du point de vue de la légitimité, la seule différence est l'unanimité des suffrages que dès que reçoit ou récolte la force étatique. La violence politique est une violence qui se légitime elle-même, du simple fait qu'elle ait lieu. Mais cela n'est pas le cas de toute violence. La violence criminelle échoue à se légitimer. Son apparition la déclare pour ce qu'elle est, meurtre, crime, violence, voie de fait. La question se pose alors de savoir pourquoi, dans quelles circonstances, la violence réussit à se légitimer elle-même, alors que dans d'autres circonstances, elle échoue. De prime abord, on peut penser que cela dépend du choix des victimes, des cibles de la violence. Une bonne victime, pour ainsi dire, est telle qu'elle sera perçue par plusieurs comme une cible acceptable de l'action violente. Un individu qui, pour des raisons quelconques, est l'objet de haine, de ressentiment ou de méfiance commune, est une bonne victime en ce sens. Un tel individu est aussi une bonne victime, au sens où étant, pour ainsi dire, l'ennemi de tous, il n'y aura personne pour le défendre ou chercher à venger le mal qu'il aura subi. Cela, cependant, ne suffit pas pour en faire une victime de violence politique. Un tel individu peut faire l'objet d'une violence collective, mais afin que cette violence devienne une violence politique, encore faut-il que d'autres, que ceux qui ont commis l'acte, se reconnaissent en lui et trouvent la violence justifiée, faute de quoi nous avons affaire à un crime collectif, mais pas à une violence politique. Il existe un film dont je ne me souviens pas très bien, mais dont la mémoire imparfaite que j'en ai va nous permettre de mieux préciser ce qui est en jeu ici, selon ce que je me souviens. Et j'avoue que je ne me souviens pas de grand-chose. Ce film s'intitule « Le huissier ». Alors, ce huissier était un homme extrêmement désagréable, c'est un film hollandais, alors, je l'ai vu en sous-titre. C'est un homme extrêmement désagréable qui vit dans un village et il est huissier. Il profite de sa position de huissier pour tirer tout plein d'avantages auxquels il n'a pas droit. Et dans ce film, à un moment donné, une bonne partie des paysans du village viennent et collectivement assassinent le huissier. Et tous les autres regardent ailleurs et se disent de toute façon c'était un sale con, bien fait pour lui. Et voilà donc le film de l'huissier. Mais il y a un truc intéressant, c'est que ça c'est le point de vue des gens qui sont dans le film. Mais nous qui regardons le film, on a un point de vue différent. Alors, dans le film, chacun pense que le huissier l'a bien cherché et que c'est bien fait pour lui. Par contre, pour le spectateur du film, ce crime collectif devient un geste politique, dans la mesure où le huissier est décrit comme un représentant du capitalisme urbain qui exploite les ouvriers agricoles. Alors que dans le film, le huissier est tué en raison de ses caractéristiques personnelles insupportables, pour nous, son meurtre apparaît comme un épisode de la lutte des classes. D'individu exécrable qu'il est dans le film, pour nous, spectateurs, il devient le représentant d'une catégorie. Lorsque nous interprétons ainsi le film politiquement, l'accord que nous donnons à la violence dont le huissier est la victime, bien qu'il soit de même nature, est néanmoins différent de celui qui est implicite dans le silence des autres paysans après l'incident. Car ce qui est dès lors justifié, ce n'est plus la violence contre une personne en particulier, mais contre un membre d'une catégorie, et donc, en un sens, contre tout membre de cette catégorie. Une bonne victime doit donc appartenir à une catégorie reconnue. Certes, la victime, comme dans le cas du huissier, très souvent est ciblée en fonction de certaines de ses caractéristiques individuelles, mais elle ne peut être la victime d'un crime politique et attirer sur elle le ressentiment commun qu'en tant que membre d'une catégorie. L'appartenance à une catégorie d'individus qui mobilise l'animosité ou la crainte peut faciliter
le devenir politique d'un acte de violence, mais elle n'est ni nécessaire, ni fondamentale, car la violence elle-même suffit parfois à marquer la catégorie comme cible licite d'actes de violence. Cela dépend essentiellement de la réponse que la violence élicite. On peut reconnaître ici deux cas de figure. Premièrement, l'inaction des pouvoirs en place. Si des actes criminels répétés contre les membres d'une communauté particulière sont passés sous silence, si les plaintes des victimes se heurtent à un mur d'indifférence de la part des autorités, cette passivité et cette indifférence elle-même désignent la communauté en question comme cible licite d'actes de violence. Selon René Girard, toute société recèle à tout moment une quantité importante de frustration et de ressentiment qui sont prêts à se satisfaire de victimes de rechange, faute de ne pouvoir s'exercer contre ceux qui en sont la cause. Cela signifie que, contrairement à ce qu'on pense généralement, il n'est pas besoin de raisons particulières pour accepter comme victime licite une catégorie particulière de personnes, sauf que celle-ci a été désignée comme telle. C'est pourquoi la question de qui sont les victimes a beaucoup moins d'importance qu'on ne le pense, du moins en un certain sens, non pas pour les victimes elles-mêmes, mais pour ce qui est de comprendre le mécanisme de la violence qui les transforme en victimes. Préjugés, indifférence bureaucratique ou corruption feront tout aussi bien l'affaire et parfois marcheront de concert pour enclencher cette dynamique de la violence. Dans ce premier cas de figure, c'est le refus d'agir pour sanctionner la violence commise de la part du détenteur de l'autorité morale qui distingue entre la bonne et la mauvaise violence, qui légitime et encourage la violence et offre ses victimes comme des cibles acceptables contre lesquelles il est licite d'exercer d'autres violences. Génocide, nettoyage ethnique, massacre et vexation administrative en tout genre, exercés contre les membres d'un groupe minoritaire, sont les formes minoritaires entre guillemets, parce que on peut être minoritaire politiquement et être majoritaire au niveau du nombre, sont les formes communes que prend ce genre de violence politique. Ce sont essentiellement des violences politiques où l'État est impliqué et dont il est très souvent l'acteur principal. Le second cas de figure est celui de la réponse excessive à des attentats contre des représentants du pouvoir en place ou des membres des élites politiques ou sociales. Ici aussi, la portée politique de la violence originale dépend de la réaction qu'elle suscite. Très souvent, c'est la réaction excessive, réaction ferme, diront ses avocats, du pouvoir, qui, par une répression indiscriminée, transforme en ennemis de larges catégories sociales qui ne sont que vaguement liées aux auteurs de l'attentat. Cette répression vient rétroactivement légitimer à leurs yeux une violence qu'à l'origine les membres de cette communauté condamnaient. Dans de pareils cas, c'est la violence de la réaction qui crée les autres qui vont dorénavant reconnaître comme légitime une violence qui répond à celle qu'ils subissent. Les autorités, pourrait-on dire, sont tombées dans le piège des terroristes. Il vaudrait mieux dire qu'elles sont tombées dans le piège de la violence. Chaque violence légitimement justifiant une riposte violente plus extrême. Il y a dans de tels conflits politiques une dynamique où la violence de chacun légitime celle de l'autre et où très clairement la violence se légitime elle-même, mais néanmoins échoue constamment à créer une unanimité. L'État moderne est défini ainsi qu'il a été mentionné précédemment comme le détenteur du monopole de la violence légitime. Et la violence politique consiste toujours soit en une tentative pour briser ce monopole, soit par un effort pour le refonder. Dans le second cas, c'est généralement l'État lui-même qui est l'auteur de la violence politique, qui l'utilise de la même manière que les terroristes, comme moyen pour tracer autrement la ligne de partage entre les amis et les ennemis. Être le détenteur du monopole de la violence légitime, comme il a été dit, ce n'est pas seulement être l'institution qui détient la force suprême, celle qui peut faire taire toute violence, la violence de quiconque d'autre, c'est aussi et surtout être une institution qui réussit à donner sa propre violence comme succédanée de la violence de tous. Les deux choses sont en fait inséparables. Il n'y a pas de régime politique stable qui repose sur la seule terreur. Il faut toujours que la majorité des individus acceptent la violence de l'État
afin que celle-ci devienne légitime. Et qu'en conséquence, il soit, l'État lui-même, soit légitime. L'unanimité de l'accord, ou si on préfère du transfert de la violence de chacun vers la violence de l'État, métamorphose la violence en force coercitive légitime. La violence politique, au contraire, est violence parce que sa légitimité est toujours partielle, mais cette violence est néanmoins politique, parce que, plutôt que simplement criminelle, parce qu'elle jouit quand même d'une certaine partielle légitimité. Les États modernes s'efforcent de faire coïncider la ligne de partage ami-ennemi avec les frontières de l'État. C'est ce partage et cette coïncidence que la violence politique remet en cause. Elle fait penser entre ceux qui y sont, ou qui auraient dû être des amis, la ligne de partage qui les divise en amis et en ennemis. Cela est d'autant plus facile, d'autant plus susceptible de réussir dans les situations où cette division était déjà partiellement inscrite dans les institutions. Comme c'est généralement le cas dans les situations coloniales. Du même coup, la violence a aboli la coïncidence qu'il y avait auparavant entre les frontières de l'État et la division ami-ennemi. La violence politique réussit, pour ainsi dire, lorsqu'une nouvelle division ami-ennemi prend corps, tout particulièrement lorsqu'elle arrive à obtenir une expression territoriale. Il n'est donc pas étonnant si la violence politique, si souvent, donne lieu à des mouvements de population. La fabrique des réfugiés n'est généralement pas un simple accident, une conséquence indirecte des combats, car c'est un des objectifs fondamentaux, de la violence, et précisément de faire partir les hommes, de retenir et d'encadrer les autres. C'est là l'évolution normale des guerres civiles, des guerres coloniales et d'indépendance, de libération si on veut, de se forger un nouveau territoire dont une des caractéristiques essentielles est la création d'une certaine homogénéité de la population. Il faut dire une certaine homogénéité et non pas l'homogénéité, car une population homogène selon une dimension particulière est simultanément radicalement hétérogène selon d'autres dimensions. Par exemple, elle est homogène sous la dimension de la religion, mais sous la dimension du revenu, du niveau d'éducation, de l'accès à la propriété, elle est radicalement hétérogène. La violence élève une de ces différences au rang de critère de l'appartenance, ou aux amis, ou aux ennemis. Alors, il existe une étude d'un chercheur américain d'origine grecque qui s'appelle Stathis Kalivas, qui a fait une étude sur la violence dans les guerres civiles. Alors, il s'est penché sur la question de la distribution spatiale des massacres et des violences extrêmes. Ce qui l'intéressait était de savoir pourquoi, disons en 7 ou 10 ans de guerre civile, 4 ou 5 massacres ont lieu dans le même village, alors que d'autres villages seront complètement épargnés. La réponse qu'il propose vient en deux moments. À l'échelle géographique de l'ensemble du conflit, du territoire touché par le conflit, les massacres ont lieu dans les régions contestées, c'est-à-dire là où aucun des partis n'arrive à établir durablement sa suprématie. Mais cette réponse reste partielle. Et au niveau local se pose la question de savoir pourquoi, dans une localité, 3 massacres ont lieu en 2 ans, alors que dans la localité voisine, qui ne se distingue ni par la taille, ni par l'importance stratégique, ni par la facilité d'accès, il n'y aura jamais de massacre. Or, la seule variable pertinente mise en évidence par sa recherche est la qualité des relations humaines ou sociales au sein des diverses localités. Plus précisément, les villages où les massacres ont lieu sont des villages divisés par des conflits entre personnes, entre familles et groupes. À l'opposé, les villages sans histoire, les villages unis où les relations sociales sont dans l'ensemble harmonieuses, échappent aux massacres et aux tueries massives. L'hypothèse qu'il propose et que semblent confirmer les enquêtes dont je vais parler bientôt de Robert Geraghty au sujet de la délation politique, est que les agents, c'est-à-dire les acteurs individuels et sociaux, utilisent, exploitent la violence politique à leur propre avantage afin de résoudre leurs conflits privés. En effet, selon Geraghty, les archives de la Gestapo, partout où elles ont survécu à la débâcle de la fin de la Seconde Guerre, révèlent que plus de 50% des délations politiques étaient classées par la Gestapo comme délations
malicieuse. C'est-à-dire que la Gestapo, qu'on ne peut pas soupçonner de prêter excessivement attention à l'innocence des prévenus, selon la Gestapo, donc, plus de la moitié des délations pour crimes politiques étaient sans fondement politique réel et leur motif était en fait privé. Par exemple, remplacer une procédure de divorce longue et coûteuse, se débarrasser d'un compétiteur, se venger d'un rival, obtenir un appartement plus spacieux. Les individus prenaient avantage de la violence politique afin de résoudre leurs conflits personnels d'une façon qui leur soit favorable. Or, comme le fait remarquer Gellatley, dès le début de la guerre au plus tard, personne ne pouvait ignorer qu'un interrogatoire de la Gestapo n'avait rien d'une partie de plaisir. Par rapport au niveau d'animosité qu'en temps de paix, nous jugeons normal au sein de pareils conflits ordinaires, les conséquences d'une telle entrevue pouvaient être radicalement disproportionnées. En temps normal, nous n'assassinons pas nos compétiteurs, nous n'emprisonnons pas nos voisins pour nous emparer de leur appartement, et nous ne faisons pas torturer par des tiers nos rivaux amoureux. Les enquêtes historiques sur la délation politique montrent que l'exploitation privée de la violence politique est un phénomène fréquent et récurrent qui ont eu lieu non seulement dans l'Allemagne nazie, mais aussi en URSS, en Allemagne de l'Est et bien sûr pendant la Révolution française. Rien de plus dur que de tourner une page. La violence politique, en raison de sa légitimité partielle, est néanmoins réelle, se donne et se conçoit elle-même comme différente de la violence criminelle. Cependant, parce qu'elle constitue un défi au monopole étatique de la violence légitime, elle incarne la distinction, qui incarne la distinction reçue entre violence légitime et violence illégitime. La violence politique brouille inévitablement cette distinction. Elle affole la différence entre violence légitime et violence criminelle. Plus elle se répand et plus la distinction s'estompe. C'est en fait de cet effacement dont témoignent les phénomènes mis en évidence par Kavilas et Gellatley. Les acteurs individuels exploitent à leur propre avantage la violence politique, même s'ils en seront demain, peut-être, les prochaines victimes. Cette collusion et confusion entre intérêt privé et violence politique simultanément légitime la violence politique, les agents rendent acceptables les pratiques violentes dont ils font usage, et détruit la distinction entre violence légitime et violence illégitime, car en légitimant leur propre violence privée, criminelle, les agents subvertissent le mécanisme de transfert qui est au fondement de la légitimité politique. Les vengeances privées et les conflits mesquins viennent alors alimenter la violence commise au nom des grandes causes. Progressivement, les acteurs politiques eux-mêmes perdent la capacité de distinguer entre la violence politique, qui s'offre comme un succédané à la violence de plusieurs, et leur violence personnelle. Au sein des débats internes à leur mouvement, ils font de moins en moins la différence entre les conflits personnels et les désaccords politiques, et dans les uns et les autres cas, ils sont prêts à recourir à une violence qu'ils habillent inévitablement de l'oriflamme des politiques. Cette exploitation privée de la violence politique nous conduit à la question, inévitablement, à la question du rapport entre la violence, le mensonge et la vérité. Les individus qui font de fausses dénonciations politiques ou affirment que telle famille avec qui ils sont en conflit depuis toujours cache des rebelles, ou au contraire n'informent pas la police, informent la police au sujet des rebelles, mentent dans le sens le plus ordinaire du terme. Ils ne disent pas la vérité et dissimulent leur objectif et leur motivation. Ils trompent à la fois les violents, dont ils cherchent à embaucher les services, et leurs victimes, à l'écart desquelles ils affichent parfois la plus parfaite amitié. Ils mentent aux autres habitants du village, aux yeux de qui ils doivent cacher leur action et leurs raisons. Et enfin, à tous les autres, aux tierces parties, aux journalistes, aux observateurs en tout genre, qui viendront par la suite chercher à comprendre et à éclairer ce qui s'est passé. Leur opposition, par opposition à la violence politique, pour laquelle la publicité est essentielle en ce qu'elle trouve sa légitimité en ce que d'autres, par force ou par enthousiasme, se rallient à elle, la dissimulation et l'exploitation privée de la violence politique est nécessaire de peur que la vérité, pour ainsi dire, ne vienne déchirer le voile de légitimité dont elle se couvre. Révéler
la vérité de pareils incidents, c'est du même coup, je crois, révéler le mensonge de la violence politique, ou du moins commencer à miner la confiance que nous lui portons spontanément. Car il y a un mythe de la violence politique. Ce mythe, c'est qu'il existe une bonne violence politique par opposition à une mauvaise violence politique. Or, cette bonne violence politique, ce n'est rien d'autre que la violence que nous approuvons, que nous sommes prêts à faire nôtre. Sa légitimité repose sur la transfert de la violence de ceux qui se reconnaissent entre elles. C'est pourquoi la violence n'a jamais d'autre légitimité qu'elle-même. Seule la violence légitime la violence. Nous confions à des spécialistes, militaires, rebelles, terroristes ou représentants des forces de l'ordre, le soin d'exercer notre violence. En cela, nous ressemblons beaucoup à ceux qui exploitent pour leur avantage privé la violence des conflits politiques. La seule différence qui existe entre ces deux cas de figure est la distance et l'anonymat du transfert. Dans le cas de l'exploitation privée, bien que l'on charge d'autres d'exécuter notre propre violence, les victimes sont désignées pour des raisons personnelles et privées auxquelles ceux qui sont extérieurs au conflit ne peuvent se rallier. C'est pourquoi la dissimulation s'impose. Les victimes sont nécessairement des proches et le transfert de la violence ne peut rassembler que peu de personnes. Dans le cas de la violence politique, les victimes sont anonymes et le transfert distant. Dans la mesure où ces victimes sont censées appartenir à une catégorie définie à laquelle n'appartiennent pas ceux dont il s'agit de récolter le support. Le mensonge de la violence politique, c'est l'illusion qu'il y a une différence essentielle ici, comme si la distance et l'anonymat des victimes changeaient quoi que ce soit à la violence, dont la légitimité ne vient finalement que de l'accord des autres, qui sont prêts eux aussi à se reconnaître en elle. Reconnaissance mimétique où chacun fait de l'accord des autres les raisons de son propre accord. Le mensonge de la violence politique tient aussi à son caractère performatif. La violence politique cherche à déplacer la ligne de séparation entre les amis et les ennemis. Et dépendant en partie de la réaction qu'elle suscite, elle peut très bien réussir, y arriver. Ce succès transforme rétroactivement une hypothèse en une réalité. La ligne de démarcation est bel et bien déplacée et ceux qui étaient des amis sont dorénavant des ennemis. La violence a rendu réelle la division censée, à l'origine, justifier la violence. Le mensonge de la violence vient de sa dimension performative qui, paradoxalement, enferme progressivement les agents dans une situation qu'à la fois ils n'ont pas voulu et qu'ils ne peuvent pas ne pas vouloir. Ils ne l'ont pas voulu car, pour la plupart, ils aimeraient échapper à cette violence qui est maintenant à leur porte. Et ils ne peuvent pas ne pas la vouloir car la situation qu'ils déplorent est maintenant devenue bien trop réelle et les efforts qu'ils font pour s'y adapter ne font que l'asseoir plus solidement. La violence prive les agents de la possibilité de choisir. Les victimes, mais aussi les autres qui sont appelés à se reconnaître dans la violence, ne sont pas invités à participer aux propos que la violence tient sur le monde. Ils y figurent uniquement sous la forme d'objets qu'il s'agit de manipuler, jamais comme des personnes, c'est-à-dire comme des interlocuteurs égaux. Il y a dans la dimension performative de la violence une parenté conceptuelle certaine avec le mensonge, qui lui aussi refuse à l'autre d'être un interlocuteur égal et qui le manipule et le réduit au statut d'objet. De plus, de même que la violence, le mensonge a une dimension performative, essentielle. Lui aussi vise à transformer le monde, soit d'une façon locale, en manipulant le comportement de l'autre grâce à la fausse information qu'on lui transmet, soit de façon plus globale, en particulier dans le domaine politique, mais il s'agit aussi dans le domaine privé. Le mensonge, très souvent, consiste à nier systématiquement l'existence d'une situation ou d'un état de fait. La conséquence du mensonge est alors de hausser les enchères, en forçant l'autre soit à un désaccord qui semble injustifié et sans raison, soit à faire comme si il n'y avait rien ou il n'y avait rien eu. Donc, à consentir au mensonge et à faire en conséquence que ce qui fut, en un sens,
n'ait jamais été. Tout comme la violence, le mensonge change le réel en refusant de reconnaître l'égal statut moral de l'autre. Merci.